Retour dans Paris Direct pour le journal de l'économie avec Claire Bonichon. Bonsoir Claire. Bonsoir Raphaël. Et on revient sur cette psychose alimentaire en Europe, les suites du scandale de la viande de cheval intégrée dans de nombreux plats cuisinés, pourtant étiquetés pur bœuf. Oui, et une réunion de crise s'est tenue à Bercy cet après-midi avec les professionnels de la filière viande, une filière qui va désormais être mise sous surveillance. Mais place à l'enquête pour déterminer les responsabilités dans un réseau de distribution particulièrement complexe. Le point avec Laure Manon. C'est un scandale alimentaire qui secoue la France et même l'Europe. La découverte de viande chevaline dans des plats étiquetés bœuf a poussé de nombreuses enseignes à retirer les produits incriminés de leurs rayons. Lasagne, hachis parmentier, moussaka ou cannelloni auraient été contaminés. Des plats surgelés vendus sous marque distributeur et par Findus, premier fabricant touché par l'affaire. Nous, on n'achète pas de la viande, on achète des lasagnes. On achète des lasagnes à un partenaire industriel qui fait aujourd'hui des lasagnes de qualité. Simplement, il a été berné comme on a été berné. Berné notamment par un système de distribution complexe. La viande de cheval a été achetée en Roumanie par un intermédiaire situé aux Pays-Bas qui travaille lui-même pour un autre intermédiaire à Chypre. Le trader chypriote fournit alors la viande à une société du sud-ouest, Spanghero, qui la revend à Comigel pour transformer la viande en plat préparé pour la grande distribution. Une multitude d'intermédiaires aujourd'hui mis en cause. Manifestement, nous sommes face à ce qui ressemble à une fraude de grande ampleur qui traverse l'ensemble de l'Europe et qui avait pour objectif de faire gagner de l'argent à certaines entreprises. Il faut sortir de ce brouillard, parce qu'on pourra toujours revendiquer une traçabilité, fixer des règles où chacun est responsable de l'application de la règle, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Mais si le système est à ce point brouillé, si le brouillard est tellement épais que plus personne ne s'y retrouve, on finira par avoir de gros problèmes. Un brouillard dont Spanghero et Comigel s'estiment elles aussi victimes. Les regards se tournent maintenant vers la Roumanie. Le pays affirme respecter les règles européennes, mais il vient d'ouvrir une enquête. Et notez, Raphaël, qu'une réunion se tiendra à Bruxelles cette semaine sur la crise. Bruxelles, où justement une réunion de l'Eurogroupe a eu lieu aujourd'hui. Oui, alors outre des discussions autour de l'aide à apporter à Chypre et la recapitalisation directe des banques, la question de l'eurofort était au menu. La monnaie unique, vous le savez, a gagné plus de 10% depuis 6 mois. Et la France, qui craint pour sa compétitivité, tente depuis plusieurs semaines d'ouvrir le débat sur le sujet. Écoutez le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, à son arrivée à Bruxelles. On sait que l'euro s'est apprécié fortement ces derniers mois pour des raisons qui sont d'abord des raisons positives en effet, c'est-à-dire la confiance qui revient dans la zone euro grâce au travail que nous avons accompli pour la redresser, mais aussi des facteurs qui tiennent à des pratiques plus agressives de certains de nos partenaires. Et nous devons avoir, j'y ai insisté, j'ai plaidé pour que ce débat ait lieu, entre nous une approche coordonnée qui nous permette de plaider, notamment dans le cadre du G20, pour la stabilité d'échanges. Et les ministres des Finances de la zone euro, après avoir discuté d'échanges, ont finalement conclu que ce sujet serait du ressort du G20. Pour Pierre Moscovici, il est important que l'Europe agisse de manière unie. Et je vous rappelle, le G20 se tient vendredi à Moscou. On parle de l'euro à présent qui s'est repris face au dollar aujourd'hui. Oui, après avoir souffert en fin de semaine derrière les propos prudents du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, en milieu de journée, l'euro valait 1,3387 $. On fait le point sur la clôture des marchés financiers. Alors, plus 0,03% à la clôture pour le CAC 40. La bourse de Paris reste stable après une séance sans grande direction, faute d'actualité. Londres a terminé en hausse de 0,21% et à Francfort, le DAX termine en baisse de 0,24%. La bourse imprudente en ce début de semaine, riche en réunions au niveau de la zone euro et mondiale. Et parmi les annonces de résultats, celles de L'Oréal qui sont allées droit au cœur des actionnaires. Oui, ça va bien pour L'Oréal. La croissance des ventes du leader mondial des cosmétiques s'accélère. Elles ont atteint plus de 22 milliards d'euros en 2012, renforcé dans les pays émergents. Le groupe met en avant ses innovations pour expliquer ses bons résultats et affiche sa confiance pour 2013. Une année qui commence mal en revanche, il fallait s'y attendre pour le constructeur automobile Renault. Oui, le constructeur français est contraint de rappeler plus de 60 000 véhicules exportés en Chine. Il s'agit des 4x4 Koleos. Ils auraient un problème de jauge d'essence. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités chinoises. On reparle à présent d'un des engagements de campagne de François Hollande.
Oui, et le chef de l'État l'a assuré aujourd'hui. Une loi sur les licenciements dans les entreprises rentables serait inscrite dans le calendrier parlementaire. Elle concernerait les entreprises qui ont obtenu un chiffre d'affaires satisfaisant. Et qui les empêcherait donc de licencier, ou du moins qui renchérirait considérablement le licenciement dans ces entreprises. Du côté de la Grande-Bretagne, à présent, la banque Barclays, elle, veut tailler dans ses effectifs. Oui, Barclays veut supprimer 2000 emplois dans la partie banque d'investissement. Alors l'objectif pour la banque britannique, c'est de réduire ses coûts structurels à hauteur de plus de 2 milliards d'euros par an. Impliquée dans le scandale du Libor, Barclays a annoncé la semaine dernière qu'elle allait passer de nouvelles provisions pour un montant total de plus d'1 milliard d'euros. Et on passe de la grisaille londonienne au soleil du Brésil, où se déroule le carnaval de Rio depuis vendredi. Oui, le pays est le plus gros consommateur de bière et durant les 5 jours de festivités, les grandes brasseries réalisent une part très importante de leur chiffre d'affaires. Reportage autour de ce business à Rio de notre correspondant Nicolas Rançon. Pendant le carnaval au Brésil, tout le monde boit de la bière. 35% de consommation en plus durant cette période de fête. Et plus il fait chaud, plus la consommation explose. 0,30% en plus par degré supplémentaire. Alors chez les brassiers, les chaînes de production tournent à plein régime. 23h30 par jour, sur cette seule ligne, 120 000 canettes par heure. Les Brésiliens consommaient 50 litres par an et par habitant il y a quelques années. Nous sommes aujourd'hui à presque 70 litres. Le marché qui représentait 8 milliards de litres est passé à 12 milliards. Donc plus le marché se développe, plus la concurrence est féroce. Et la guerre de la bière commence dans les supermarchés. C'est là que viennent se réapprovisionner les 5000 vendeurs ambulants de Rio de Janeiro. Les rayons sont inondés par toutes les marques. On ne prend pas un pack, mais plusieurs dizaines. Tout le monde veut profiter de ce marché en pleine expansion. Je la vends 2 à 3 fois plus cher que ce que je l'achète. Je vais donc travailler toute la journée. Et je reviendrai peut-être en prendre plus d'ici ce soir. Autre secteur en plein boom, la bière de spécialité. Les dirigeants de cette petite société n'en croient pas leurs yeux. De 40 types de bières, ils en ont aujourd'hui 400. Depuis le début, notre croissance est de 100% chaque année. Mais au deuxième semestre 2012, ça a été incroyable. Nous savons que le marché a mûri, mais nous avons réalisé une augmentation de 150% en 6 mois. 5% de croissance par an. Le marché est si dynamique que les grandes bières mondiales comptent bien conquérir le Brésil, avec les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en ligne de mire. Et puis après l'iPhone, l'iPad et l'iPod, peut-être bientôt l'iWatch. Oui, Raphaël, la rumeur court depuis des années et Apple travaillerait bien sur une montre intelligente et celle-ci serait déjà au stade de prototype. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse américaine. Une telle montre tournerait sous le système d'exploitation iOS, celui de l'iPad et de l'iPhone, et il serait doté des mêmes fonctions qu'un smartphone. Et pourquoi avoir besoin d'une montre quand le téléphone affiche l'heure, de l'art de créer de nouveaux besoins. Merci beaucoup. Claire, on vous retrouve pour un nouveau journal de l'économie plus tard dans Paris Direct. Restez avec nous tout de suite. La météo, nous on se retrouve juste après.